Salut les auditrices et les auditeurs, je vous retrouve avec grand plaisir dans un nouvel épisode du podcast et on se retrouve avec cet épisode de la série sur les coulisses de Nakan.ch. Vous avez entendu le premier épisode de cette série il y a environ un mois et une fois par mois on va se retrouver pour cette série dans laquelle on parle des coulisses de Nakan.ch et d'un site de test de technologie de sport et de montres en particulier. Dans le premier épisode vous avez entendu l'historique du site internet Nakan.ch depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce deuxième épisode, on va parler du relationnel avec les marques, principalement les marques de montres de sport GPS que je teste sur le site internet depuis bien des années maintenant. Donc, je vous ai dit dans le premier épisode que au début, je testais uniquement le matériel que j'achetais pour ma propre pratique du triathlon. Et puis, ça a commencé à générer un peu de visites sur le site. Et je me suis assez vite rendu compte que les articles qui recueillaient le plus de visites et aussi le plus de commentaires et le plus d'intérêt, c'était les articles qui traitaient de technologie et en particulier de montres. Et puis, c'est là que j'ai commencé à réaliser des tests de plus en plus complets sur les montres de sport, et c'est là que sont nés un petit peu les tests de fond en comble. Alors dans le prochain épisode, dans un mois, on parlera en détail de comment je réalise un test de fond en comble, et ça a aussi bien évolué avec le temps, vous le verrez, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le relationnel avec les marques. Donc je constate au fur et à mesure que je publie du contenu sur le site internet que les tests de montres recueillent le plus de visites et d'avis et d'interactions avec les visiteurs. Et du coup je me pose la question, est-ce que je pourrais pas aller au-delà du test de mon propre matériel, mais essayer de faire un test un peu systématique des nouveautés du marché en termes de montres cardio GPS. Et je sais pas trop par où commencer avec ça. Je me dis que à ce moment-là, le site me rapporte rien, il me coûte de l'argent, j'ai pas de lien affilié, j'ai pas vraiment suffisamment de visites pour en faire, et je peux pas acheter toutes les montres qui sortent pour les tester sur le site. Donc, je vais commencer à prendre contact avec les différentes marques. Et la première marque que je contacte, ce sera Garmin, qui me redirige vers l'importateur suisse de l'époque. Et puis, je me retrouve avec le premier test de fond en comble d'une montre en prêt pour Nakan.ch, qui est celui de la Forerunner 10. Donc une montre de course à pied aux fonctionnalités vraiment de base, mais qui me permet d'avoir un premier test réalisé avec une montre qu'on me prête pour réaliser le test. Et c'est l'importateur suisse de l'époque, donc Bucher-Ewald, qui est par chance, et vous comprendrez pourquoi dans la suite de cet épisode, basé à Saint-Blaise dans le canton de Neuchâtel et surtout dans la partie francophone de la Suisse. Et puis je contacte une deuxième marque dans la foulée, qui est Polar, pour réaliser le test de la Polar RC3 GPS. Et là aussi, j'ai de la chance parce que Polar est représenté en Suisse par la maison mère, donc il y a vraiment une présence de Polar internationale en Suisse. Et je découvrirai plus tard que la Suisse est un pays assez stratégique pour Polar. Et puis, il y a un représentant qui s'occupe de la Suisse romande, avec lequel j'entre en contact pour qu'il me prête une RC3 GPS pour en réaliser le test sur le site. Petite anecdote, c'est ce même représentant que j'ai toujours en contact chez Polar Suisse aujourd'hui, bien des années après avoir lancé le site, puisque je pense que la RC3 GPS, je l'ai reçue en 2012 sur le site, donc il y a 12 ans. 12 ans plus tard, je suis toujours en contact avec cette même personne chez Polar Suisse. Donc je réalise le test de fond en comble de la Forerunner 10 et puis de la RC3 GPS sur les années 2012 et 2013. Le test de la RC3 GPS est publié tout au début de l'année 2013 et puis ça me conforte dans l'idée que ces articles-là intéressent le lectorat de Nakan.ch beaucoup plus que le reste de ce que je publie. Et donc là, je vais affiner un petit peu ma ligne éditoriale à ce moment-là. Je vais continuer à parler un peu de tout dans le sport connecté et dans le triathlon, mais je vais vraiment aussi me concentrer sur le fait d'avoir des contacts et des relations au niveau des marques pour pouvoir avoir les montres à disposition. Et après, ça devient très rapidement un jeu d'équilibriste pour avoir un relationnel avec les marques, mais rester très indépendant et de pouvoir publier ce que je veux sur le contenu du site. C'est toujours un équilibre
que je suis constamment en train de rechercher et de travailler aujourd'hui, et on verra que ça nécessite une certaine rigueur et puis un certain travail de continuer avec cette indépendance. Ça a parfois aussi un certain prix. On va en parler dans la suite de cet épisode. Mais il y a autre chose que j'ai dit tout à l'heure qui a une importance assez particulière, c'est que la Suisse, c'est un pays très spécial au niveau de la représentation des marques. Je vais l'apprendre un petit peu à mes dépens assez vite, puisque après quelques années de relations très très intéressantes avec Bucher-Evalt, qui est alors l'importateur de Garmin en Suisse, Garmin qui n'a pas vraiment de présence au niveau commercial en Suisse, Garmin décide d'avoir une présence quelques années plus tard. Et bien évidemment, comme quasiment les 2/3 de la Suisse parlent l'allemand, en tout cas le suisse-allemand, et bien Garmin décide de s'installer dans la partie germanophone de la Suisse. Et ça, c'est un petit problème parce que dans le côté suisse-allemand, on ne s'intéresse pas beaucoup à ces pauvres romans qui représentent 25% de la population suisse et des blogueurs francophones. Et on va plus se concentrer et choyer les blogueurs germanophones de Suisse. Et donc du coup, j'ai pas mal déjà, il y a la barrière de la langue, et puis il y a aussi la barrière un petit peu idéologique qui se passe en Suisse, et donc le relationnel est un petit peu compliqué. Donc je garde le contact avec Polar en Suisse romande. Par contre, les autres marques, parce que pendant cette période-là, j'entre aussi en contact avec l'agence de presse qui représente Suunto en Suisse, mais qui elle aussi est basée en Suisse allemande. Le relationnel se passe pas trop mal. J'obtiens quelques montres à tester de la part de cette agence de presse qui représente Suunto, mais c'est vrai que la discussion est toujours un petit peu compliquée. Quand je reçois des communications ou des communiqués de presse à la sortie de modèles, ils sont en allemand, et puis du coup ça nécessite un travail supplémentaire avant d'écrire des articles sur les sorties de montres. Et puis à ce moment-là, j'ai quasiment pas accès à des montres avant leur sortie officielle, et donc du coup on est toujours dans la réactivité par rapport aux annonces qui sont faites par les marques. Mais ça se passe comme ça, et le relationnel est pas vraiment optimal, hormis avec Polar, mais Polar ne sort pas énormément de nouveaux modèles chaque année, et donc du coup ça permet pas non plus d'alimenter le site qu'avec des sorties Polar. Il faut bien dire la vérité, c'est Garmin qui dicte un petit peu le marché avec des sorties de modèles quasiment chaque mois, et donc c'est la marque à ce moment-là avec laquelle il faut absolument avoir un bon relationnel pour pouvoir avoir du contenu à publier sur le site. Alors, bon gré mal gré, j'obtiens les montres à tester, mais parfois avec beaucoup de délai par rapport à leur sortie. Et puis, c'est sûr que s'il y a un modèle qui sort, puis qu'on a un test de fond en comble qui sort 4 mois après, c'est beaucoup moins intéressant pour les gens qui viennent visiter le site. L'information, ils la cherchent au moment où le modèle il sort, ou dans les semaines, voire le mois qui suit la sortie de ce modèle, et plus tard, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc je continue comme ça entre 2013 environ et 2017-2018. En 2018, je suis pour la 2e année consécutive sur le CES de Las Vegas en début d'année. C'est vraiment un rendez-vous qui est super important pour nouer des contacts avec les marques, et principalement directement avec le siège. Notamment, là j'ai pas mal de contacts et je commence à avoir quelques entrées chez Garmin aux États-Unis, donc au siège au Kansas, en visitant le stand de Garmin sur 3 années de suite au CES, et puis avoir accès aux nouveautés en termes de sortie de montres, et pouvoir avoir des photos et de l'interaction avec les différents modèles au moment où ils sont annoncés sur le CES. C'est une période où le CES est encore très intéressant. Maintenant, c'est devenu beaucoup moins intéressant d'aller à Las Vegas. Ça coûte quand même pas mal d'argent, ça coûte pas mal de temps. Et puis aujourd'hui, le rapport intérêt par rapport au coût est quasiment nul, parce que les marques n'y annoncent plus grand-chose. Il n'y a pas de gros modèles de montres qui sont annoncés. Ou s'il y a des annonces à ce moment-là, les marques sont même pas forcément présentes sur le salon, mais les annoncent par Internet. En fait, Covid a changé énormément de choses au niveau du CES, mais même en 2019, les choses avaient déjà beaucoup changé sur le CES de Las Vegas. Mais il se trouve qu'entre 2016, 2017, 2018, je suis sur le CES en début d'année, et puis en 2018, il y a une nouvelle marque qui fait son apparition au niveau de la montre cardio GPS, c'est Coros, et je découvre le stand de Coros sur le CES. Donc c'est la première fois, je crois, qu'ils parlent publiquement du fait qu'ils vont se lancer sur le marché de la montre GPS. Ils étaient connus avant pour fabriquer des casques connectés, notamment avec la possibilité d'écouter de la musique. Il y avait des écouteurs de musique
à conduction osseuse sur leur modèle de casque. C'est la première fois qu'ils annoncent qu'ils vont sortir une montre. Elle est annoncée pour le mois de mai. Donc moi, je prends le rendez-vous et je prends déjà quelques contacts sur le stand de Coros au CES. Et au moment où la montre sort, eh bien, je l'obtiens très rapidement. Et je suis, d'après le CEO de Coros qui m'a contacté peu de temps après, je suis le premier à publier un test hors des États-Unis de la Coros Pace 1. Et donc du coup, très rapidement, il me contacte, le CEO de Coros aux États-Unis, il prend contact avec moi pour savoir ce que j'ai pensé de la montre et il initie un petit peu le dialogue comme ça. Il me demande si je suis disponible parce qu'il passera à l'occasion en Europe. Et puis on commence à discuter un petit peu et au moment où la première traduction française de la PS1 et de l'application mobile de Coros sont annoncés. Moi, je lui propose spontanément mon aide pour la traduction et je commence à faire des traductions sur un fichier Excel pour l'application et la montre Coros. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai un relationnel qui est très intéressant avec la marque. Et assez vite, j'obtiens des modèles à tester même avant leur sortie. Et puis, on me demande en plus mon avis sur certaines fonctionnalités, sur certains modèles. Et je vois que ça intéresse la marque d'avoir un retour du terrain. Et du coup, moi, ça m'intéresse aussi de travailler dans ce sens-là. Et puis, j'obtiens les modèles en avance pour faire des tests au moment de leur sortie. Donc ça, c'est un petit peu l'intérêt pour un blogueur, c'est d'être dans le coup. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la montre des lustres en avance, mais pouvoir savoir de quoi on parle au moment où le modèle il sort. Et puis, de pouvoir aussi participer, acteur et porte-parole de la communauté qui utilise des montres Polar et qui lisent le site, puisque je passe régulièrement en revue les commentaires qu'il y a sur le site, les vidéos, etc. Et ça me permet de faire des retours chez Coros par rapport à ça. Et ça, c'est super intéressant pour les personnes qui utilisent des montres Coros, parce qu'ils ont un canal pour faire remonter l'information. C'est intéressant pour moi et c'est intéressant pour la marque. Et je trouve que la manière de fonctionner est très très bonne à ce niveau-là. Donc le relationnel avec Coros est très bon, et puis il y a des changements à cette période-là aussi, entre, je dirais, 2019 et 2021-2022, où d'une part Garmin et d'autre part Suunto, eh bien, je vais être contacté par les équipes France de ces deux marques, et puis rentrer beaucoup plus en communication avec ces marques à travers les équipes de Garmin et de Suunto en France. Et là, le relationnel va grandement s'améliorer, notamment chez Suunto, avec qui j'ai des contacts lors de chaque sortie de nouveaux modèles, et puis aussi la possibilité de faire des retours sur ce que je pense des fonctionnalités et des retours sur ce que j'ai comme feedback des personnes qui utilisent des montres Suunto sur le site. Donc c'est un petit peu sur le même modèle que Coros et c'est un modèle win-win, je pense, pour tout le monde dans le cycle d'utilisation d'une montre, entre son développement, le test, et puis les annonces, et puis les personnes qui les utilisent dans la vraie vie. Et je pense que ça fait vraiment avancer tout le monde. Et donc du coup, j'ai le plaisir d'être contacté par Garmin France au moment de la sortie de la Fenix 7 et Epix 2 et de pouvoir avoir, alors pas la montre en test avant leur sortie, mais de pouvoir faire un article, Garmin qui me laisse une journée avec les modèles de montres pour pouvoir sortir un article. Et ça, c'est super intéressant aussi pour les lecteurs du site qui, au moment de la sortie et de l'annonce, non seulement les informations techniques et les informations de marketing de Garmin au moment de la sortie des montres, mais également quelques infos sur la prise en main de ces montres que j'ai pu réaliser pendant cette journée. Alors c'est de loin pas l'équivalent d'un test de fond en comble, mais ça donne déjà un premier message par rapport aux fonctionnalités, aux nouveautés de ces montres, etc. Et puis j'ai la possibilité d'acquérir très vite lors de la sortie officielle un modèle de ces montres, et donc du coup de pouvoir proposer très vite un test de fond en comble, parce que quand on a déjà eu les montres dans la main pendant une journée, ça permet déjà d'écrire certaines choses en avance pour le test. On en parlera plus amplement dans le prochain épisode, mais en gros ça permet de gagner déjà énormément de temps
sur l'impression, le poids, le format de la montre, l'utilisation au niveau des boutons, etc. Enfin bref, ça permet vraiment déjà de dégrossir un test. Et puis ensuite, le contact, il a été un petit peu perdu pendant la période Covid, etc. avec Garmin principalement. Les autres marques, je continue à avoir les mêmes contacts que j'ai noués récemment avec Suunto et puis depuis plus longue date avec Coros et puis avec Polar. Ensuite, il y a la période Covid pendant laquelle les marques vont pas sortir énormément de nouveaux modèles et vont pas faire énormément d'annonces. C'est une période un petit peu plus calme au niveau des sorties, il y a moins d'innovation forcément parce que tout le monde est un petit peu ralenti dans le travail de recherche et développement et dans les capacités de production et donc du coup tout le monde fonctionne un tout petit peu au ralenti et puis au moment où l'activité reprend après le Covid, le relationnel avec Coros, Suunto et Polar reste largement au beau fixe. Avec Garmin, j'ai vraiment beaucoup moins de contacts. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'ai juste droit au communiqué de presse des sorties de montres de chez Garmin, mais le contact est vraiment difficile. Alors, est-ce que c'est à cause de la liberté que je prends de publier tout un tas de choses sur le site internet? On peut par exemple parler de l'épisode de la Fenix 2 que j'ai testé. C'est une montre que j'ai achetée moi-même pour faire le test. Et puis je l'ai trouvé assez catastrophique au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses bugs, au niveau de son logiciel, et je l'ai écrit assez clairement sur le site. Et puis là, à ce moment-là, j'étais encore en relation avec les équipes d'Allemagne qui ont eu vent du contenu. Alors je ne sais pas exactement par qui, parce que je suis pas sûr qu'ils allaient lire du contenu en français sur le net, mais en gros c'est remonté, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était que cet article où à la fin je disais qu'il fallait pas acheter cette montre. Et je dis voilà, c'est le ressenti que j'ai. Si vous faites une montre formidable, je vais le dire. Si vous faites une montre que je recommande pas d'acheter parce que je la trouve mauvaise, je vais le dire aussi. Et je pense que les lecteurs du site attendent vraiment ça. Et là, il y a eu un blackout radio à ce moment-là de la part de Garmin. Et puis après la période Covid, il y a eu un petit peu un blackout aussi de communication de la part de Garmin France. Alors, est-ce que c'est tout simplement parce que pendant Covid, dans ces grandes entreprises, les gens ont un petit peu changé, les contacts ont changé, et puis du coup, il y a plus forcément de relationnel à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est lié au fait que j'ai décortiqué en fait l'attaque informatique qui a visé Garmin pendant cette période-là? Je ne le sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, Garmin m'envoie laconiquement des communiqués de presse lors des sorties. Et en fait, les seuls moments où j'ai pu avoir des Garmin en avant-première avant la sortie de la montre, dans le milieu on dit donc obtenir les montres sous embargo avant qu'elles soient officiellement annoncées, c'était, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la Fenix 7 et les Pix 2 qui m'ont été présentés par le product manager de Garmin, dont j'avais fait une vidéo lors de la présentation de ces montres à Chamonix. Et puis, j'avais eu aussi de la part de Garmin Allemagne, au moment de la sortie de la première Instinct, un modèle une semaine avant pour pouvoir sortir un test au moment de la sortie de la montre. Mais c'est un peu les seuls modèles de Garmin que j'ai un peu eu en avant-première sur le site. Sinon, j'ai toujours la montre soit le jour de la sortie, soit très peu de temps après, mais rarement en avance, en amont. Donc, la plupart du temps, je regarde les sorties de montres Garmin en même temps que vous qui lisez le site ou qui écoutez le podcast. Et donc du coup, voilà, chez Garmin, c'est très très compliqué d'avoir les montres un petit peu en avance et de vous fournir des informations au moment de la sortie de la montre. Récemment, j'ai été invité par Garmin pour la sortie de la Fenix 8, donc j'ai pas obtenu de montre en avance, j'ai pas obtenu d'informations en avance, mais j'ai été invité lors de l'event à Chamonix sur l'UTMB pour la sortie de la Fenix 8. Espérons que ça annonce des relations qui se réchauffent un petit peu avec les équipes de Garmin et notamment en France, et puis que je pourrais vous proposer du contenu peut-être un petit peu plus complet lors des prochaines sorties de montres Garmin. J'ai essayé de reprendre contact un petit peu après cet event. Je vais essayer de reprendre un petit peu un contact plus régulier avec les gens de chez Garmin France. Et puis, à l'avenir, pourquoi pas essayer d'entretenir une relation où je veux garder l'indépendance de ce que j'écris sur le site, mais aussi être proche de ces marques pour
principalement pouvoir faire remonter les informations qui viennent par le site, parce que je suis persuadé que c'est des informations qui sont importantes à prendre en considération par les marques. On en est donc en 2024, et puis quel est le relationnel donc maintenant avec les montres ? Garmin, vous avez compris, les relations ont plutôt tendance à se réchauffer après la période Covid, et donc je suis toujours en contact avec Garmin France. Chez Coros, le contact est au beau fixe avec les équipes en France et les équipes internationales. Les équipes françaises de Coros ont repris le lourd fardeau de travailler sur les traductions françaises de la montre. Donc ça, je n'y travaille plus. Mais par contre, je continue à fournir des feedbacks sur plusieurs fonctionnalités. Et notamment, j'ai participé à quelques retours d'informations sur le test du Coros Dura. Et puis, en général, Coros m'annonce les nouveautés un petit peu en amont de leur sortie officielle. Et donc, du coup, ça me permet de vous proposer du contenu sur les nouveautés de chez Coros. Au moment où vous écoutez ce podcast, Coros est en train de préparer la prochaine version bêta de ses montres et du compteur Dura. Et vous trouvez notamment une vidéo sur la chaîne YouTube qui détaille au moment de l'annonce de Coros les nouveautés dans ces versions bêta, et donc du coup ça fait partie du relationnel avec la marque. Chez Suunto aussi, le relationnel est au beau fixe avec les équipes en France, et puis également avec quelques contacts au siège à Vantaa en Finlande, et donc là aussi j'ai la possibilité de faire des retours sur l'utilisation des marques Suunto de la communauté. Et puis, en général, j'ai des informations avant la sortie des nouvelles versions ou des montres de Suunto, un petit peu en amont, pour vous préparer un petit peu du contenu et mon ressenti sur les nouvelles sorties de la marque. En général, les nouveautés logicielles, Suunto n'a pas de programme bêta sur les montres. Donc quand ils annoncent une nouvelle sortie logicielle, je mets la montre en même temps que vous à jour sur la dernière version. Donc là, j'ai pas la possibilité tellement de faire des tests en amont. Par contre, sur les nouveaux modèles de montres, en général, s'il n'y a pas un test de fond en comble qui est en ligne au moment de l'annonce de la montre, il y aura déjà un article qui présente la montre parce que je l'ai depuis quelques jours. Si je l'ai que quelques jours, je ne peux pas faire un test de fond en comble. Si je l'ai depuis 2 semaines ou plus, là, je peux vous proposer un test de fond en comble au moment de la sortie de la montre. En tout cas, avec Suunto, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis, avec Polar, j'ai toujours des contacts réguliers au moment de la sortie des modèles, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas des sorties de modèles tout le temps. Et puis, c'est rare que j'ai la montre au moment où elle sorte. En tout cas, en amont, c'est plus régulier que je l'ai 1 ou 2 jours après l'annonce de la montre. Donc, le test de fond en comble de la montre Polar sort en général dans les 3-4 semaines après l'annonce du modèle. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis, encore une autre marque avec laquelle il a été impossible de rentrer en contact sur quoi que ce soit, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est Apple. Je teste régulièrement des Apple Watch, et puis du coup, au moment de la sortie de cet épisode, je viens de recevoir l'Apple Watch série 10, mais c'est des montres que j'achète aussi tout simplement comme un client normal d'Apple sur leur site au moment de la sortie de la montre. Et puis le test de fond en comble sort au moment où j'ai eu le temps de tester la montre et de le mettre en ligne, c'est-à-dire 4-5 semaines après la sortie de la montre sur le marché. Donc ça, c'est des relations avec les marques que j'ai explicitement et activement voulu développer, parce que c'est des marques de montres historiques avec lesquelles je pense qu'ils sont les leaders du marché de la montre cardio GPS. Donc on a parlé de Coros, Garmin, Suunto, Polar, et puis Apple, parce qu'Apple est incontournable tout simplement parce que c'est le plus grand vendeur de montres connectées au monde. Et donc aussi de montres de sport, puisque chaque Apple Watch est à considérer comme une montre de sport, même si tous les propriétaires d'Apple Watch ne l'utilisent pas comme une montre de sport, c'en est une potentiellement, et donc du coup, ça reste une marque qui est très intéressante à suivre, parce que ce que fait Apple, on ne peut pas l'ignorer sur le monde et sur le marché de la montre cardio GPS de sport. Et puis, il y a toutes les sollicitations des marques que moi, je n'ai pas activement cherché, mais soit qui lancent un nouveau produit sur le marché et qui aimeraient plus de visibilité sur Internet, soit qui essayent vraiment de pousser du contenu presque publicitaire sur les sites. Et là, je peux vous dire que sur un site Internet comme celui-là en français,
on va pas gagner des centaines de milliers d'euros avec même des liens d'affiliation, de la publicité. Et donc si on essaye de faire un peu d'argent avec son site, on pourrait facilement s'aider à publier des articles payés ou placés par ces agences ou ces marques, parce qu'on a des sollicitations quasiment chaque semaine pour ce type de contenu à mettre en ligne. Donc moi, j'entre pas en ligne de compte du tout. Et s'il y a quelque chose que je teste sur le site qui n'est pas d'une des marques que j'ai citées avant, j'ai fait plusieurs fois des tests de casques de Shox, j'ai fait des tests des lunettes de natation Form, et ainsi de suite. C'est des gadgets que je décide moi-même de tester, et puis parce que je suis curieux, ou parce que c'est un petit peu une nouveauté, ou un truc un petit peu différent dans le monde du sport. Mais je ne cède pas en fait au publipostage sur nakan.ch. Donc tout ce que j'écris, c'est moi qui l'ai produit, et tout ce qui est publié, c'est mon avis absolument libre. Je préfère me brouiller pour les 3 prochaines années avec Garmin ou avec Polar ou avec Suunto en vous disant la vérité sur un test de montre, plutôt que d'essayer de conserver le relationnel et vous dire des salades sur un modèle ou sur une fonction en particulier sur nakan.ch. Donc du coup après, voilà, ce que ça me coûte, c'est que j'ai plus les montres en avance, j'ai plus d'infos en amont, mais du coup ça me permet de garder cette liberté complète de ce que je veux publier sur le site. Et si c'est le prix à payer, je suis prêt à payer ce prix. Tout le monde sur ce type de média n'est pas forcément prêt à ça, et malheureusement on voit quand même souvent, quand je publie des avis un peu négatifs sur certaines montres, des personnes qui viennent me demander pourquoi j'ai dit du mal de ça. Ça a été le cas par exemple d'une montre de Amazfit à l'époque, et inversement aussi, si je trouve qu'un compteur cycliste, pour citer par exemple Dura lors de son annonce, est prometteur, et que globalement les fonctionnalités livrées dessus fonctionnent bien, même s'il y a quelques bugs, et qu'un autre blogueur a dit que c'était un produit qui n'était pas utilisable et pas finalisé parce qu'il a plus d'affinité avec Garmin qui vend des Edge qu'avec Coros qui vend son Dura, eh bien on vient aussi me demander des comptes. Moi, j'ai aucun problème à justifier ce que j'écris sur le site, parce que c'est toujours vraiment mon avis, il n'y a pas de biais là-dedans. J'ai pas une marque préférée, j'ai pas un modèle de montre préféré. Il m'arrive des fois de m'entraîner pendant plusieurs mois avec une montre, mais ça veut pas forcément dire que après ces plusieurs mois, je vais pas passer complètement à un autre modèle et une autre marque. Et puis c'est vrai qu'en général, je change 4 ou 5 fois de montre dans l'année, parce qu'il y a 4 ou 5 modèles principaux qui vont arriver, et que je vais tester vraiment de manière très rigoureuse, et pour en publier vraiment des tests très complets. Donc voilà un petit peu le relationnel avec les marques depuis le début du site internet et jusqu'à maintenant. Et donc dans le prochain épisode des coulisses de nakan.ch, on découvrira comment est-ce que je réalise de A à Z un test de fond en comble d'une montre, quelles sont les étapes, et puis ça permettra aussi un petit peu de revenir en arrière sur ce relationnel avec les marques, mais je pense que c'était bien de poser un petit peu les informations de base et les jalons sur comment est-ce que j'entretiens les relations avec les marques depuis le début du site et jusqu'à maintenant. Et pour vous dire que ça coule pas forcément encore de source, que tout le monde pense que je reçois les montres bien en avance, mais que je publie pas le test pour une raison ou pour une autre. Les montres qui arrivent en avance, ça reste quand même un peu l'exception par rapport à tout d'un coup apprendre en même temps que tout le monde qu'il y a un nouveau modèle qui est annoncé, et puis il faut aller lire les specs sur le site internet et écrire un article rapidement sur ce qui est en train de se passer pour rester à la page. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui mettre un petit like, des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, mettre un petit commentaire sur la plateforme également de podcast que vous préférez, et du coup faire connaître un petit peu ce podcast à d'autres personnes. Je vous en remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode du podcast Transition régulier. On va revenir sur le marathon de Berlin que je vais courir quelques jours après la mise en ligne de l'épisode que vous avez dans les oreilles. On reviendra donc dans 2 semaines sur le marathon de Berlin. Je verrai si j'ai un invité à vous proposer à mes côtés pour parler de ce marathon. Et puis on revient dans 1 mois pour un épisode de la série sur les coulisses
de nakan.ch. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et puis sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté, je vous y retrouve avec plaisir. À bientôt.